Bonjour et bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci de répondre à nos questions ce matin en direct sur CNews. Vladimir Poutine a annoncé l'annexion des 4 territoires ukrainiens que l'armée russe a envahis lors de la guerre entamée le 24 février dernier. Le Parlement russe a ratifié cette loi hier, mais cette annexion n'est reconnue par aucun autre pays au monde qui parle d'un simulacre de vote. Comment justifiez-vous l'invasion d'un pays souverain ? Bon, premièrement, il ne s'agit pas de l'annexion. Ça a été la décision des États indépendants, conformément à l'article 1 de la Charte de l'ONU. La décision de la population qui vivait sous des bombardements constants. Et en fait, il y a déjà toute une liste des pays qui ont reconnu le rattachement de ces 4 régions au sein de la Russie. Bon, la liste est plutôt courte. Bon, il y a des pays qui passent difficilement pour les amis du monde occidental, comme par exemple la Corée du Nord, effectivement, qui figure dans Euronews. Et puis, en ce qui concerne le terme d'invasion sur le territoire de l'État souverain, je pense qu'on peut aussi demander l'avis de nos amis d'outre-mer. Ils ont beaucoup plus d'expérience en termes de l'invasion dans d'autres États souverains, comme Vietnam, l'Irak, la Syrie. La liste est longue. L'armée russe est présente dans les 4 territoires que nous venons d'évoquer. Ils ont été annexés. L'armée russe est présente. Vous ne pouvez pas le nier. Oui, le fait, c'est qu'au cours des dernières années, la Russie a été accusée du fait que les troupes russes se trouvaient sur le territoire des républiques de Donetsk et de Lugansk. Et notre réponse a toujours été que l'armée russe, comme telle, ne se trouvait pas là-bas. Par contre, là, effectivement, c'est ça la différence. Il y a des armées russes sur le territoire des 2 républiques pour atteindre les objectifs posés par la Russie, la désignification notamment. La question des frontières se pose. Moscou annonce vouloir consulter les régions annexées qui ont voté massivement, évidemment, en faveur de Moscou, ou établir ces frontières, alors même que les combats continuent dans ces régions. Toutes ces 4 régions ont leurs frontières administratives qui ont été tracées encore au sein de l'État ukrainien. Disons la République de Lugansk et la région de Kherson maintenant se trouvent justement dans ces frontières administratives telles qu'elles étaient. Par contre, effectivement, la République populaire de Donetsk est toujours en proie des hostilités, mais la Russie a reconnu la République de Donetsk aussi dans les mêmes frontières administratives qu'elle avait auparavant. En ce qui concerne la région de Zaporozhye, cette question est toujours sur la table. C'est la population des régions qui ne sont pas encore libérées qui doit en décider. C'est-à-dire que si la population de ces régions confirme le fait que les frontières deviennent les frontières de facto de la Russie, ce seront des territoires russes à partir de quand ? Ces frontières sont déjà en place, si vous voulez, dès la signature des accords de rattachement de ces 4 régions à la Russie. Après, la démarcation de la frontière exacte, je ne saurais pas vous la montrer sur la carte, mais en tout cas, il s'agit effectivement des frontières qu'elles avaient avant. Parlons de ce qui se passe sur le front. La ville de Liman a été reprise par les Ukrainiens. Leur contre-offensive se poursuit autour de Kherson, dans le sud-ouest du pays. Où en sont les troupes russes ? On parle de problèmes d'approvisionnement. On parle d'un problème de démotivation des troupes russes. Non, je ne dirais pas qu'il y ait des problèmes de motivation, mais il faut comprendre que de notre part, sur ce front long de 1000 km,
Nous avons déployé à peu près 200 000 militaires. Après, je ne connais pas les chiffres exacts, tandis que de la partie ukrainienne, nous entendons des chiffres autour de 700 000. L'Ukraine a déjà procédé par plusieurs vagues de mobilisation. Et bien sûr, nous avons mal au cœur de voir que les jeunes Ukrainiens, souvent mal formés, sont jetés sur le champ de bataille. Et la Russie est forcée, si vous voulez, de les tuer sous Liman. Aussi, les batailles de Liman ont fait plusieurs mille morts pour un territoire de quelques kilomètres carrés. Combien de morts du côté russe? Vous venez d'évoquer les Ukrainiens. Combien de morts côté russe depuis le début de l'invasion? Non, je n'ai pas cité les chiffres des pertes ukrainiens. Là, je ne cite qu'une opération qui a fait à peu près 2000 morts. Pour la Russie, depuis le début de l'opération, il y a un peu moins de 6000 morts parmi les militaires. C'est en tout cas les données qui ont été rendues publiques. Ce sont des données que les Occidentaux estiment sous-estimées. Certains parlent de 80 000 morts. Ce sont des chiffres que vous infirmez ce matin? Vous voyez, avec un contingent si restreint, si limité, qui est déployé par la Russie, après, s'il s'agit de tels chiffres que vous citez, ça veut dire que ce contingent aurait déjà été exterminé. Alors, ce n'est pas crédible. Les chiffres que nous citons ont été vérifiés, mais souvent c'est le côté ukrainien en fait qui ne veut pas confirmer les pertes pour ne pas payer l'argent aux familles des soldats tombés. Vladimir Poutine a appelé au cessez-le-feu dès vendredi. Le président ukrainien Zelensky lui a répondu non. Il a demandé une adhésion officielle à l'OTAN. Est-ce que c'est une ligne rouge pour vous? C'est une ligne rouge qui existe depuis longtemps. Nous en avons parlé depuis toute l'année dernière. Il y a eu des négociations avec l'OTAN, avec les États-Unis sur la création d'un nouveau système de sécurité européenne. Parce que, effectivement, la distance entre les frontières ukrainiennes à Moscou, c'est que quelques centaines de kilomètres. Donc oui, pour nous, ça constitue une menace bien réelle. Et nous avons d'ailleurs proposé à plusieurs reprises de mettre fin aux hostilités. Et ceci a été, une fois de plus, confirmé par Vladimir Poutine et a réitéré cette proposition au moment de la signature des accords de rattachement de ces 4 régions au sein de la Russie. Mais la réponse, oui, vous connaissez bien la réponse de la partie ukrainienne. Ils vont lutter jusqu'au dernier Ukrainien. Avec malheureusement les armements produits dans vos pays. Ils se battent pour leur patrie, ils se battent pour leur territoire. Évidemment, c'est pour ça qu'ils iront jusqu'au bout de cette guerre. Je ne serais pas prête à partager votre avis. Il y a encore un an, le président Zelensky avait dit si quelqu'un se sent russe, qu'il se barre du territoire ukrainien. Alors, ces 4 régions sont russes, même pas russophones, mais carrément russes, parce qu'il y a les populations russes qui y habitent. Alors oui, maintenant, si vous voulez, ils se barrent en prenant les territoires qui est le leur. La menace nucléaire a été brandie à plusieurs reprises par Vladimir Poutine, par l'ancien président Medvedev, par Ramzan Kadyrov, aussi le président tchétchène récemment. Pourquoi brandir cette menace nucléaire tactique? À quoi servirait-elle pour la Russie? Premièrement, ce n'est pas nous qui avons commencé à brandir l'arme nucléaire, c'était nos collègues occidentaux. Les ministres de toute une série d'États membres de l'OTAN ont déclaré donc la présence de l'arme nucléaire dans leur pays, et leur, en fait, la possibilité, l'éventualité qu'ils puissent appuyer sur le bouton rouge. La doctrine nucléaire russe est très précise. Il n'y a que 2 éléments qui permettraient de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque avec l'utilisation des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés, ou l'attaque à l'arme conventionnelle,
mais à condition que c'est l'existence même de notre État qui en est sous menace. Et donc l'approche n'a pas changé. Mais en outre, oui, notre État, c'est un État démocratique. Il y a certaines personnalités politiques qui se prononcent aussi sur le sujet. Pour l'instant, il n'y a pas de raison d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Le président Macron a annoncé travailler avec ses partenaires européens à de nouvelles sanctions contre la Russie, des sanctions qui pénalisent lourdement l'économie russe. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne, la première ministre, hier. Elle évoque une chute de 6% du PIB russe, une inflation qui a explosé, une pénurie de matériaux indispensables. L'économie russe est à l'asphyxie, a dit la chef du gouvernement français. Que lui répondez-vous ? Bon, qu'est-ce que je pourrais répondre? Effectivement, la pression est sans précédent. Il y a déjà 11 000 sanctions qui ont été imposées contre la Russie. Même l'Iran, vous voyez, au cours des 40 ans, ne fait face qu'à peu près 5 000 sanctions. Donc les sanctions sont bien là. Mais les sanctions, par ailleurs, donnent à notre économie la possibilité de s'adapter. Cette année, par exemple, nous avons de très bonnes récoltes des céréales. Nous n'avons pas de problème quant à l'approvisionnement en produits alimentaires. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à livrer au moins 30 millions de tonnes des céréales aux pays qui aujourd'hui sont au bord de la famine. Le schéma qui a été élaboré sous l'égide de l'ONU, malheureusement, ne fonctionne pas. Nous, de notre part, nous assurons les exportations des céréales ukrainiennes depuis les ports ukrainiens, tandis que les exportations russes, avec les volumes beaucoup plus importants, restent bloquées, malheureusement. Que dans les ports des pays de l'Union européenne se trouvent bloqués 300 000 tonnes des engrais russes que nous serions prêts à donner gratuitement aux pays en développement. Mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Si aujourd'hui vous venez à Moscou, vous allez voir que les rues de cette ville sont éclairées 24 heures sur 24. L'éclairage est toujours là. Cela veut dire que oui, bien sûr, nous faisons face à tout un nombre de problèmes, mais sur plusieurs points, ils sont incomparables aux défis auxquels, malheureusement, à cause des sanctions, sont imposés nos collègues européens. Vous dites que les sanctions n'impactent que peu l'économie russe et vous misez sur le fait que les sanctions, en boomerang, vont pénaliser les démocraties européennes et occidentales et que les opinions publiques vont se lasser. C'est ça le pari que vous faites? Bon, je n'ai pas dit que les sanctions ne nous touchent pas du tout, ne nous affectent pas en rien. Bien sûr, ils le font. Mais, bon, disons que les prix ont bien sûr augmenté. Nous avons dû changer de partenaire pour plusieurs secteurs économiques. Mais nous ne misons jamais, nous ne travaillons jamais à diviser les sociétés, les communautés d'autres pays. Après, bon, c'est à vous de voir de quelle façon l'Europe devrait réagir à ces sanctions. Donc nous, en fait, on n'y voit pas trop clair, vous voyez, parce que d'abord, vous imposez des sanctions pour la reconnaissance de l'indépendance de ces républiques, après de nouvelles sanctions pour leur attachement, mais il n'y a qu'une semaine de délai. De nombreux crimes de guerre ont été commis sur le sol ukrainien. Certains sont imputés aux soldats russes. Est-ce que vous êtes prêt à ce que les soldats incriminés comparaissent devant la justice et soient jugés pour leurs actes? Pour l'instant, je peux vous dire, ce que nous voyons, c'est qu'il y a des mises en scène, que ce soit Boutcha, Izium, et après, il s'avère que, en fait, la niez que les soldats russes soient impliqués. Vous niez que les soldats russes soient impliqués? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si en France, vous avez des lois pour le pillage, par exemple. Chez nous, la peine, c'est 10 ans de prison.
Donc, chaque personne, chaque citoyen russe, que ce soit civil ou militaire, cette peine est passible de 10 ans de prison et cette loi a été adoptée justement pour assurer la sécurité des populations civiles. La différence par rapport à ce qui se passe, c'est que pour nous, les gens qui habitent sur ces territoires, ce sont des Russes. Par définition, nous ne pouvons pas commettre des pas qui créent davantage une menace pour leur vie, tandis que pour la partie ukrainienne, comme on dit chez nous, c'est déjà une partie perdue. Vous voyez, ce sont des territoires perdus. C'est-à-dire qu'aucun soldat russe n'a pour l'instant été condamné pour les faits de pillage, de viol ou de meurtre que vous venez d'évoquer, qui sont sanctionnés par l'armée russe et par le pouvoir russe. Aucun. Bon, premièrement, je ne sais pas, pour répondre franchement, mais ce que je peux vous dire, ce n'est pas dans la nature du soldat russe de tels actes de violence. Mais tout état de choses, encore une fois, je fais référence à cette loi et chaque soldat, il est au courant, il est bien conscient que s'il commet ce genre de crime, voilà, il comparaîtra devant le tribunal. J'ai une dernière question rapide, monsieur l'ambassadeur. Vladimir Poutine a dénoncé l'effondrement de l'Occident lors de son discours de vendredi dernier. De quoi parle-t-il? De quel effondrement parle-t-il? Vous savez, pendant tout le XXe siècle, la Russie, l'URSS, a fait des expériences, si vous voulez, un petit peu expérimentées avec les valeurs humaines. Et finalement, on est revenu à des valeurs humaines traditionnelles qui, en grande partie, sont basées sur l'expérience des milliers d'années de la religion du christianisme, de l'islam, du bouddhisme. C'est ça les valeurs qui ont été évoquées par notre président. Aujourd'hui, cela fait partie de l'ADN de la Russie, lié aussi au fait, qui s'explique aussi au fait que nous avons déjà tout testé avant, plus tôt. Mais l'Occident s'effondre, c'est donc parce qu'il n'a pas ces valeurs-là, c'est ça? Pour vous? Je pense que l'Occident, en tout cas, risque beaucoup en renonçant à ces valeurs humaines. Oui, c'est un grand risque qui s'est toujours posé tout au long de l'histoire humaine. Si vous regardez l'histoire de grands empires, l'Empire romain ou l'ancienne Grèce, nous connaissons tous la fin de ces civilisations et qu'est-ce qui s'est passé. Alors voilà, c'est à ça qu'on fait référence. Et pourquoi pas marcher sur le même râteau, vous savez. Alexei Meshkov, l'ambassadeur de Russie en France, était notre invité. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite de notre édition.